Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile. Bonjour Damien. Allez, c'est parti. Nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau un passionné qui a choisi de s'éloigner des projecteurs. Même s'il est beaucoup moins présent, c'est vrai, sur le petit écran qu'avant, il restera à jamais peut-être le visage du sport à la télévision. Bonjour Gérard Holtz. Mais bonjour Damien, bonjour Cécile. Bienvenue sur ce plateau. La légende des jeux, même légende des jeux tout court. C'est le titre du livre que vous sortez aux éditions Grune. C'est vraiment la Bible des Jeux Olympiques. Vraiment, vous revenez sur les origines de ce rendez-vous qui puise ses racines à Olympie, en Grèce. Vous racontez aussi des anecdotes qui sont vraiment passionnantes et qui intéresseront toutes celles et ceux qui finalement ne sont pas forcément passionnés par le sport, mais tout cela est vraiment très intéressant. L'année dernière, vous étiez venu sur ce plateau pour nous parler d'un livre sur le rugby. L'année précédente, vous avez écrit un livre sur les 24 heures du Mans. En 2021, c'était sur le foot. Vous avez la plume compulsive. Oui, un par an, et parce que ça marche. Ouais. Voilà. J'écris donc avec mon fils d'amour, mon Julien, qui Absolument. par exemple a trouvé, c'est lui en grande partie qui a trouvé beaucoup d'histoires originales. Il a fouillé, cherché à la fois sur Internet, mais dans des bouquins, regardé des vidéos à l'INA, etc. Et c'est vrai qu'on fait la plupart du temps un livre par an. C'est notre 13e livre ensemble. Ouais. C'est une vraie belle histoire d'abord d'amour, de famille entre père et fils, et avec Grunt, avec l'éditeur qui nous fait confiance et qui a re-signé encore, et pour cette année avec la voile. Oui. On va sortir donc pour le début du Vendée Globe le 25 novembre, et puis pour l'année prochaine aussi avec la Formule 1 et le Tour de France, avec une version particulière. Donc les trois prochains, vous les connaissez déjà. La voile, la Formule 1 et le Tour de France. On est en train d'écrire la voile. Mais ça vous prend combien de temps l'écriture? Parce que c'est quand même un sacré pavé. Hein. C'est assez lourd comme livre. Un an, tous les jours, tous les matins. Mais on a l'impression parfois que vous vous trouviez dans la chambre des sportifs qui ont parfois rythmé le siècle dernier. Vous racontez des anecdotes qui sont très précises dans ce livre. Comment vous avez fait pour glaner toutes ces infos? En parlant déjà, en appelant les gens, en relisant, je relis les biographies d'un certain nombre d'athlètes, de champions. Je relis beaucoup des livres d'histoire. Moi, c'est ma grande passion, l'histoire, la grande histoire et les petites histoires aussi. Et puis de temps en temps, téléphone. Guy Drut, qui gagne donc à Montréal le 110 mètres haies. Guy me dit, m'a confié, à l'époque c'était un secret, il me dit, j'avais tellement d'entraînement dans les jambes, de crampes, que non seulement je prenais un comprimé d'aspirine, pas un comprimé, un tube d'aspirine, moi, je le prenais moi, et je mettais 5, 6, 7, 8 tubes d'aspirine dans mon bain. Incroyable. Pour passer les crampes. Et ça marchait vraiment. Capillarité et ça marchait. Ça marchait. Donc c'est un conseil si vous faites le marathon, ou des choses comme ça, ou de la course à pied. Dès que vous avez des crampes, aspirine. Parce que ça fait circuler le sang davantage. Généralement on dit de l'eau gazeuse aussi, parce qu'il y a des bicarbonates. Aussi, c'est vrai. Je répète bêtement ce qu'on me dit. Voilà par exemple, quelques histoires étonnantes racontées dans le bouquin. Alors en 2016, vous aviez déjà sorti un livre intitulé Les 100 histoires de légende des Jeux Olympiques. Quelle est véritablement la différence entre ce livre que vous aviez sorti en 2016 et celui-ci? Il y a 300 histoires de plus. 300 histoires de plus. Vous vous répétez pas en fait? Non, on a recherché d'autres choses, là, par exemple, l'histoire. Il y a l'histoire par exemple de Betty Robinson. Je parle de résilience. Moi j'aime bien quand les gens ne lâchent rien. Parce que pour moi, c'est une philosophie de vie presque. On le trouve dans le sport, mais dans la vie aussi en général. Betty Robinson, elle est championne olympique du 100 mètres. Elle, dans les années qui suivent, donc là, on est en 1932. Et dans les années qui suivent, son cousin l'emmène faire un tour en avion. Il s'écrase en avion. Betty Robinson est cassée de partout. Commotion cérébrale, multiples fractures, coma. Ils la mettent dans un camion et ils l'emmènent à la morgue. En arrivant à la morgue, le type qui la reçoit, il y a un médecin qui est là qui dit mais attends, son cœur bat encore, mais on va pas l'enterrer, son cœur bat encore. Hop, hôpital. Il la ramène à l'hôpital, il la soigne, convalescence, elle se remet à marcher, elle se remet à courir. Et en 1936, elle court tellement bien, Betty Robinson, qu'ils la mettent dans le relais américain, le 4 x 100 mètres de l'équipe américaine, en 1936 à Berlin. Elle ne peut plus se baisser, elle ne peut plus prendre le départ, mais elle est dans la ligne d'en face, et c'est avec ses copines, elle est championne olympique. C'est incroyable. Elle était à
2 doigts de la mort et de la morgue. C'est incroyable. Vous voyez, quand vous avez un petit tracas dans votre quotidien, pensez à Betty Robinson et dites-vous que rien n'est impossible. Exactement. Absolument. Eh bien, ce genre d'anecdotes, il y en a beaucoup dans ce livre. 400 histoires qui ont fait la légende des plus grands événements mondiaux de sport, la légende des Jeux. On en parle dans un instant dans l'interview du Buzz TV, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Cécile Brelot. Allez Cécile, on commence ces infos médias avec un anniversaire sur C8. Exactement, donc c'est celui de l'émission de Philippe Labro qui fêtera son 100e numéro ce samedi 25 mai prochain à 13h. À l'occasion de cet anniversaire, l'essentiel chez Labro ont répondu présent la meilleure chef pâtissière du monde, Nina Métayer, la chanteuse et actrice Marie Aubert, mais surtout Michel Drucker. Donc un entretien pour ces 2 hommes qui cumulent à eux deux, j'ai fait le calcul, 127 ans de carrière. Gérard, vous, ça fait un peu moins de 10 ans que vous avez quitté la télévision, après 44 ans de carrière passée quand même à la télé, plus de 30 ans à France Télévisions. Et le journal télévisé avec Philippe Labro. Et vous avez connu Philippe Labro, absolument. J'ai travaillé avec lui, c'est un homme extraordinaire. Culture, intelligence, humour, relations. Parce que dans le journal de 13h qu'on présentait, alors on ne présentait pas ensemble, lui présentait la partie magazine, on va dire, et moi la partie information. J'ai eu Corne Bézy, Yves Montand, c'était extraordinaire. C'est vraiment un grand bonhomme. Il a tout fait. Oui. Réaliser des films, écrit des chansons, des bouquins, reporter et présentateur du journal. Absolument. Vous voyez l'avenir que vous avez? Si je peux avoir le 10e de l'avenir de Philippe Labro, franchement, je le fais avec plaisir. Mais vous, c'est vrai que Gérard Rolls, vous avez décidé de raccrocher les gants, contrairement à Philippe Labro qui, lui, est toujours à l'antenne. Oui. Est-ce qu'il y a un espoir, même s'il est minime, qu'on vous revoie un jour à la tête d'une émission ? Un petit espoir peut-être. C'est vrai ? Oui, parce que j'en ai parlé très récemment avec Pascal Praud, qui me dit « Gérard, tu incarnes tellement la belle vie, le bien-être, que ça serait vraiment bien si tu faisais un magazine où tu pourrais éventuellement partager des conseils, des choses comme ça. » Peut-être ça, on verra. Peut-être un magazine. Il y a des discussions qui ont été engagées à ce sujet Peut-être. Peut-être au sein du groupe Canal ou pas? Bon, en tout cas, j'espère que vous nous en parlerez ici. Pour l'instant, j'ai dit non à beaucoup de choses parce que j'ai tourné la page, et en particulier sur le sport. J'ai tourné la page par amour, Cécile, pour suivre ma femme, qui était nommée à la Villa Médicis à Rome. Et je me suis dit, ok, j'arrête. 2016, j'arrête, je fais autre chose, donc des livres et du théâtre. Voilà. Vous n'avez pas complètement tourné la page du sport du côté des librairies, par contre, effectivement. On poursuit ces news médias, Cécile, avec cette question. L'audiovisuel est-il trop à gauche? C'est en tout cas ce qu'indique un rapport de l'Institut Thomas More rendu public ce vendredi par le Figaro Magazine. Chiffre à l'appui, l'enquête a passé au crible 587 intervenants dans les programmes de 3 chaînes et 3 stations de radio du service public que je vais vous lister. France 2, France 5, France Info TV, France Info Radio, France Culture et France Inter. Donc sur leur sensibilité politique, si 50% des intervenants n'affichent pas d'orientation idéologique décelable, environ 50, le restant, donc ce serait 50, la moitié entrerait dans la catégorie gauche, 21% étaient de sensibilité macroniste et seulement 4% seraient plutôt vers un discours qu'on pourrait considérer de droite. Donc, bilan du rapport, l'audiovisuel public déroge à ses obligations légales d'impartialité et de pluralisme. Gérard, est-ce que vous avez constaté ce déséquilibre entre droite et gauche lorsque vous faisiez partie du service public? Est-ce que cette enquête vous étonne? Non, honnêtement non. Je l'écoute avec beaucoup d'attention, mais je suis basiquement pour la liberté de la presse totale. Ouais. Donc quand on dit que, par exemple, CNews est plutôt à droite ou que France 2 est plutôt à gauche, moi je prends tout, et puis je regarde, et puis je fais mon propre jugement après sur les reportages. Moi, c'est liberté chérie, quoi. Même sur le service public, ça ne vous dérange pas qu'il y ait un positionnement idéologique, sachant que c'est vrai que ce sont des médias qui sont financés avec notre argent. Si on le dit, c'est ça le truc. Il ne faut pas se cacher. Il faut annoncer les choses. Ok, on est plutôt de gauche, on est plutôt de droite. Ouais. Ok, on est plutôt au centre ou on est plutôt pro-gouvernemental. L'important, c'est de le dire pour que le citoyen, comme ça, puisse aller chercher ce qu'il, par rapport à ses propres idées. Vous êtes pour la liberté totale. Vous avez suivi ces commissions d'enquête sur les fréquences de la TNT à l'Assemblée nationale? Il y a eu des grands moments. Il y a eu des grands moments entre les doudounes. Vous faites référence à Yann Barthès. Les doudounes, l'agressivité du rapporteur de LFI, qui était vraiment insupportable, contrairement au président qui, lui, s'est bien comporté. Oui, c'était un grand moment, avec Hanouna, avec Pascal Praud, oui, bien sûr.
Allez, on termine ces infos-médias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi, et c'est très précis, 3,6. Exactement, donc c'est pour l'audience du débat qui opposait hier Jordan Bardella et Gabriel Attal hier soir sur France 2. Animé par Caroline Roux, l'événement a fédéré près de 3,6 millions de téléspectateurs, ce qui représente 18% de part d'audience. Donc à l'approche des européennes, le 9 juin prochain, la confrontation entre le Premier ministre et la tête de liste RN s'est tout de même inclinée face au JT du 20h présenté par Julien Arnaud sur TF1, qui lui a cumulé 5 millions de téléspectateurs. Les Jeux Olympiques, c'est politique aussi. Vous le dites dans ce livre. Ah oui, depuis le début. Chaque édition l'est. Est-ce que là, les Jeux Olympiques que nous allons vivre à Paris en 2024 seront aussi politiques d'une certaine manière? Mais le sport est politique. Ouais. À partir du moment où on met sur les maillots les couleurs de notre drapeau, de tous les drapeaux du monde, qu'on joue les hymnes et qu'on retrace à chaque fois l'histoire du pays ou pas du pays. C'est pas seulement, il y a l'histoire des boycotts. En 80, les Américains qui boycottent Moscou, les Soviétiques qui boycottent 84 après les Jeux de Los Angeles. Les Jeux ont été politiques depuis l'Antiquité. Ouais. Dans l'Antiquité, le type qui gagnait une épreuve, Milon de Crotone qui gagne la lutte par exemple là, dans l'année qui suit, devient pratiquement le roi de la cité. On lui fait tout. De temps en temps, on a cassé les murs de la cité pour qu'il rentre avec des chars, avec des chevaux, avec une caravane extraordinaire. Il a à manger, à boire, il a tous les pouvoirs, il est comme un roi. Donc c'est évidemment politique. Pourquoi? Parce qu'ils font tout pour qu'il continue de gagner au nom de Sparte, d'Elfe. Et ça continue encore aujourd'hui. Quand il y a eu la période de l'Allemagne de l'Est, il y a la période de la Chine, oui, où il y avait sans doute derrière pas mal de dopage des deux côtés. Avec la question aussi du Tibet à l'époque. Donc c'est politique. Et là, quand le président Macron dit il faut qu'on réussisse ces Jeux, c'est pourquoi? C'est pour l'image de la France, donc c'est de la politique. Vous pensez qu'ils seront réussis ces Jeux? Oui, bien sûr. D'abord, j'aime pas les mots anglais qu'on utilise à tout bout de champ. Je suis très très francophone, donc bashing ça m'énerve, critique. On a beaucoup trop critiqué tout ce qui s'est passé. Et en plus, ça s'est toujours passé. Les Jeux d'Athènes en Grèce, on disait, vous ne serez jamais prêts, les copains grecs, là. Et puis, ils ont été prêts. Avant Londres, on a dit, oh là là, c'est dans Londres, il y a les embouteillages, etc. Bon, là, c'est pareil. On a beaucoup trop critiqué. Même si c'est vrai que quand je retrouve ma capitale venant de Nice, que je retrouve mon Paris avec déjà les énormes embouteillages, moi, je m'en fous, je suis en 2 roues. Mais c'est quand même un tout petit peu. Bon, voilà. Donc, je ne suis pas critique. C'est juste un constat comme ça. Mais on a trop critiqué. Quand on va chercher des poux dans le salaire de Tony Estanguet à quelques semaines des Jeux Olympiques, arrêtons de nous tirer des balles dans le pied, quoi. Eh bien, cette hauteur de vue sur les Jeux Olympiques, vous avez décidé d'en faire un livre. Ça s'appelle Légende des Jeux. C'est aux éditions Grune et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors ce livre, je le disais tout à l'heure, et c'est vrai, c'est la Bible des Jeux Olympiques. Vraiment, vous y racontez absolument tout, les racines des Jeux Olympiques qui se situent aux montagnes du Péloponnèse en Grèce, mais aussi le rôle qu'a joué Pierre de Coubertin. Et ça, c'est très important qu'on s'attarde un petit peu sur Pierre de Coubertin. Quelle place cet homme occupe-t-il aujourd'hui dans l'histoire des Jeux? Alors, on le cite souvent, Pierre de Coubertin. C'est un génie. C'est un type qui a, je le dis de temps en temps, il aurait pu très bien me piquer ma formule « Vive le sport ». Il fait ses études en Angleterre. Et il découvre l'importance du sport dans une éducation et dans une société. Et il dit, ok, allez, je ramène ça en France. Il va voir le président de la République, il va voir les ministres de l'époque en lui disant, allez, plus de sport à l'école, s'il vous plaît. Il faut absolument que tout le monde fasse du sport. Ça va être bon pour tout. Ça va être bon pour notre forme physique globale, plus pour le moral, etc. Donc, génie jusqu'aux Jeux Olympiques, où là, il a l'idée sublime de rénover les Jeux Olympiques. Il faut s'en souvenir quand même, les Jeux Olympiques ont existé pendant 12 siècles. 1200 ans dans le passé. On a oublié ça. 776 avant Jésus-Christ, 394 après Jésus-Christ. Et ils ont été dévoyés d'ailleurs par les Romains. Quand les Romains ont conquis la Grèce, ils les ont ramenés chez eux, et puis ils ont commencé à mettre des lions. Et puis ils ont commencé à demander à des esclaves de descendre dans l'arène, d'en faire un spectacle sanguinaire. Et donc Théodose, l'empereur romain en 394, a dit on arrête tout. Là on arrête tout parce que c'est plus des jeux comme à l'époque. Les jeux à l'époque étaient quand même, c'était un événement formidable. Une piste pour la course, un hippodrome, un gymnase, 50 000 personnes qui assistaient aux Jeux dans le passé. C'était incroyable. Et Coubertin dit, ok,
allez, on rénove tout ça. Il a eu beaucoup de mal. Il n'y avait pas les sous. Au départ, il se demandait où il allait le faire. Finalement, c'était Athènes, 1896, aidé par un banquier grec qui a mis beaucoup de sous, M. Averrof, et le roi des Grecs a dit OK. Alors, juste pour l'anecdote aussi, ce qui est drôle, donc il relance les Jeux à Athènes en 1896, et les Grecs pensaient que c'était pour toujours. C'est-à-dire que les Grecs disaient, ok, alors on investit, on refait le stade d'Athènes qui était en marbre blanc, qui était magnifique, et que c'est pour toujours. Et pas du tout. Dès 4 ans plus tard, il a pris les Jeux, il les a emmenés à Paris. Donc Coubertin, génie, et il y a un revers de la médaille, c'est qu'il était misogyne. Oui, c'est ça ce que vous disiez. Il était misogyne, raciste, colonialiste, pro-nazi. Au début, il ne voulait même pas des femmes. Il ne voulait absolument pas de femmes dans les Jeux. Il n'y avait pas de femmes dans le Comité olympique international, le premier, pas de femmes dans l'organisation des premiers Jeux, et pas de femmes aux premiers Jeux olympiques en 1896. Quelques femmes se sont glissées en 1900, dont une golfeuse américaine. Il y avait 9 femmes les deuxièmes Jeux. Une vingtaine après, en 1912, pardon. Ensuite, 1924, là encore, une cinquantaine. Il refusait. C'est vraiment en 1928 à Amsterdam que les femmes sont arrivées. Natation et gymnastique. Et grâce en particulier à une femme dont on doit beaucoup mieux se souvenir, qui s'appelle Alice Milia. Il faudrait lui faire, elle, des gymnases, des rues, des places. Alice Milia, c'est elle qui, organisant des Jeux féminins, qui ont été une grande réussite, ont influencé Coubertin. Coubertin s'est dit, attention, elle est en train, elle, de me concurrencer. Ok, allez, bon, j'accepte quelques femmes. C'est terrible. Vous savez que le premier marathon, 1984, le premier marathon féminin aux Jeux Olympiques. Vous vous rendez compte l'héritage de Coubertin? Alors moi, j'avoue, je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu votre livre, parce que j'ai appris que l'histoire du relais de la flamme, là, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, il tire son origine de l'Allemagne nazie. De Goebbels. C'est incroyable. Ouais, alors racontez-nous cette histoire. Le conseiller. Alors déjà, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que ça part d'un quiproquo. L'invention de la flamme olympique. Alors oui, il y avait une flamme déjà dans les Jeux de l'Antiquité, qui brûlait à côté de la statue de Zeus. Ok. Mais au départ, il avait un peu oublié. Et Coubertin écrit aux organisateurs d'Amsterdam, donc 1928, il leur dit, s'il vous plaît, conservez cette idée d'une flamme pour le sport. Et ils ont mal traduit la phrase. Ils ont dit, Coubertin veut une flamme, on l'a oublié, il faut qu'on fasse une flamme. Donc à Amsterdam, déjà, ils font une vasque avec une flamme. Bon. Et puis les nazis arrivent derrière en disant « Ah, c'est dans notre idéologie, la pureté, le relais, on va aller à Olympie chercher l'origine, on va allumer une flamme là-bas et on va la porter jusqu'à Berlin. » Tout ça a été organisé par les nazis. On va revenir en 2024 maintenant. Estelle Denis a déclaré il y a quelques jours sur France 5 qu'elle était choquée que cette flamme passe entre les mains de personnes qui ne sont que des people et qui ne connaissent pas grand-chose au sport. Elle aurait préféré que la torche soit portée par des sportifs. Il me semble que vous partagez le même avis. 100%. Je suis 100% d'accord avec Estelle, comme d'habitude. Vous aviez suggéré Zinedine Zidane à la place de Jules à Marseille, par exemple. Par exemple. Voilà, par exemple, oui. Oui, alors on ne va pas se focaliser sur Jules, qui est un artiste qui est adoré par les Marseillais et par les jeunes en général. Ça dépasse ça. C'est une énorme fête universelle, et c'est vraiment la fête du sport. Du public aussi, qui va participer, Bon, il faut acheter des places, mais qui ne sont pas forcément données. Mais c'est avant tout une fête du sport. Donc oui, priorité au sport. On a tellement de jeunes, de gamins qui seraient contents de porter la flamme dans tous les clubs, de tous les sports. Et c'est ça aussi qui est formidable avec les Jeux, c'est qu'il y a tous les sports. Le badminton, le hockey sur gazon, tous les styles de natation, le canoë-kayak, l'aviron. Donc c'est ça qui est formidable. Et là, il faudra en profiter justement. Après, il y a 11 000 personnes qui portent la flamme. Donc il y a beaucoup de personnes qui la portent. Vous auriez aimé la porter, la flamme? Pourquoi pas, oui. On vous l'a proposé? Oui, non, pourquoi pas. Non, on ne l'a pas proposé. Non, on m'a oublié. Mais ça, c'est une tristesse pour vous. Parce que je le disais tout à l'heure, et sans flagornerie, c'est vrai que vous avez incarné quand même pendant des années, des décennies, le sport à la télévision. Franchement, ça n'aurait pas été illogique que vous portiez la flamme. Oui, mais justement, allez, place aux vrais sportifs. Place aux vrais sportifs. Aux vrais champions et surtout aux espoirs, oui. Alors la flamme, c'est vrai qu'elle doit arriver à Paris le 26 juillet prochain, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est vrai que ce sera l'un des temps forts de cet événement, cette grande parade sur la Seine, qui donne des sueurs froides d'ailleurs aux services de sécurité. Est-ce que c'était une bonne idée d'organiser cette cérémonie sur la Seine? C'est une super idée.
Ouais, ce sera le plus grand spectacle qu'on a jamais connu. C'est une super idée. Je l'avais eu il y a 30 ans. C'est vrai? Ouais. Alors c'est vous qui avez soufflé cette idée-là au président de la République? Non, sans doute pas, non. Mais il y a une trentaine d'années, j'étais allé voir, alors il faut se souvenir, le maire de Paris. C'était Bertrand Delanoë à l'époque? Non, c'est Chirac et Tibéri et Chirac. Ah oui. Et je leur avais dit pourquoi Paris n'organise pas un carnaval sur l'eau, sur la Seine. C'est-à-dire que sur des bateaux, on aurait eu des nations des Brésiliens, des Jamaïcains, des Suédois, etc., représentant chacun leur pays, qui auraient défilé. Paris mérite un grand carnaval, comme à Rio, ou à Venise, ou à Nice. Donc j'étais allé bref, ils ont repris là. C'est une idée extraordinaire. Il y a évidemment des problèmes de sécurité énormissimes parce qu'on va avoir 180 bateaux, plus de 90 bateaux avec les athlètes. 300 000 personnes. Les immeubles des deux côtés, 300 000 personnes. Les problèmes de sécurité absolument énormes à régler. Ils doivent vraiment se prendre la tête pour sécuriser tout ça. Et bonne ou mauvaise idée, Aya Nakamura qui est pressentie pour chanter lors de cette cérémonie d'ouverture. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'écoute pas. Le rap, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Moi, je suis rock'n'roll ou musique classique. Où j'écoute ou Vivaldi ou les grandes rock'n'roll. C'est malgré tout assez éclectique. Encore aujourd'hui. Comme musical. Oui, mais je suis pas rap. Donc, je l'ai écouté. Et pourquoi pas? Il faut aussi faire moderne. Il y a du breakdance parmi les pendant les Jeux Olympiques. C'est limite parce que c'est de l'art. Plus que du sport pour moi. Oui. C'est une discipline formidable, le breakdance. Mais c'est plus de l'art que du sport, vraiment. Mais ça fait partie, comme ça, de la modernité, de la modernisation des Jeux. Il faut bouger, il faut toujours bouger. Gérard, je disais, 3 décennies à couvrir le sport à France Télévisions. Nous sommes en 2024, les Jeux Olympiques sont à Paris. Et vous ne faites plus partie de l'équipe des sports de France Télévisions. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie, des Jeux Olympiques dans son propre pays. Est-ce que vous ressentez un petit pincement au cœur? Est-ce que vous allez quand même réussir à les couvrir d'une manière ou d'une autre, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? Non. Je me suis plongé dans les Jeux, ça fait un an de travail pour sortir le bouquin. Donc là, j'ai revu des images de Marie-Jo Pérec, exceptionnelles. Les commentaires de Patrick Montel, que j'adore tellement, Patrick, qui fait frissonner quand Marie-Jo déjà gagne à Barcelone, et puis ensuite 2e et 3e médaille d'or à Atlanta en 96. C'est extraordinaire. Non, je me suis donc replongé en revoyant beaucoup de... J'ai revu le de Bob Beamon à Moscou en 68, la course de Colette Besson. Et puis pour les plus récents, Teddy Riner, Clarisse avec Guéguenou, que j'adore absolument. Clarisse, pour moi, c'est un modèle formidable. Donc je me suis replongé pendant un an. Je vais les vivre beaucoup, mais en même temps, je suis au théâtre à Nice. Ah oui, c'est ça. Vous pouvez pas être partout. Voilà, mais je vais beaucoup les regarder. Mais quand même, vous êtes un amoureux du sport. Oui. Vous n'avez pas refrappé à la porte de France Télévisions en disant est-ce qu'il y a une petite place pour moi quand même? J'ai tourné la page. Vraiment, même pour les Jeux Olympiques. J'ai tourné la page sans regret et sans remords. Non, j'ai tourné et puis j'ai tellement vécu des choses fortes de dîner avec Carl Lewis, mon fameux dîner aussi avec Yelena Isinbayeva, la perchiste, la première femme qui a passé 5 mètres. Je dîne avec elle à Pékin et on échange surtout sur la vie entière. Elle me dit, je lui dis, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez arrêter la perche? Elle me dit, je voudrais bien être James Bond girl. Ah oui. Ça c'est vraiment produit ou pas? Non. Elle n'a pas encore. Elle sera peut-être appelée. Non, mais on l'a pas entendu quand elle me l'a dit. Pourtant, c'était sur France Télévisions. J'ai passé ensuite l'interview, on l'a refaite après pour que les choses soient bien claires. Et puis surtout, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Isinbayeva, quand elle sautait à la perche, d'abord, le seul truc, c'est qu'elle avait les mains noires parce qu'elle avait de la colle. Bon, ça, c'était pas très joli. Mais elle parlait à sa perche. Ah oui. Elle parlait sans arrêt. Et je lui dis, Yelena, qu'est-ce que vous dites? Il me dit, voilà, je vais vous l'expliquer. Je lui parle comme à une petite fille. Écoute-moi, obéis-moi. Tu vas m'aider, hein. Tu vas pas me laisser tomber. Hein. C'est formidable ce qu'on va faire ensemble. Voilà ce qu'elle disait à la perche. C'est extraordinaire. J'adorais ces moments-là que j'ai des petits secrets comme ça de champion. Gérald, s'il y a quelqu'un qui voulait vous poser une question, c'est Maxime Switek, présentateur sur BFM TV. Je vous propose de l'écouter. Maxime. Est-ce qu'il y a un événement sportif
que tu regrettes de ne pas avoir commenté dans l'histoire du sport. Un événement où tu aurais rêvé d'être là aux commentaires ce jour-là, je t'en prie. En 20 secondes, Gérard Rolls, est-ce qu'il y a vraiment un événement que vous auriez adoré couvrir? Oui, alors ça ne s'est pas produit. Ce serait la finale du rugby avec l'équipe de Galtier là, cette année. Ah oui. Puis, par exemple, j'avais rêvé d'une finale contre les All Blacks et j'aurais adoré absolument commenter le rugby, qui est un de mes sports préférés, que j'ai jamais commenté. Ouais. J'ai participé, j'ai fait des magazines sur le rugby, des résumés. J'ai énormément de copains dans le monde du rugby et j'aurais adoré cette finale qui n'a jamais eu lieu. Donc j'ai pas complètement non plus de regrets. Merci Maxime, c'est une très bonne question. Eh ben voilà Maxime, au moins une bonne question dans cette interview. Merci beaucoup Gérard Rolls, présente bien évidemment. Légende des jeux, c'est le titre du livre que vous sortez aux éditions Grune. Merci beaucoup d'avoir été absolument. Parce qu'il a fait un travail monstrueux. Et c'est toujours un travail de famille. Merci encore d'avoir été autour de cette table. Merci beaucoup Cécile. Et le Buzz TV revient lundi avec le vainqueur de The Voice. Soyez présents. À très bientôt sur le Figaro TV.